C'est fait, on peut démarrer. C'est bon, hein? C'est bon pour moi. Tout est bon. Donc si Luc veut démarrer, c'est bon, tu as fait une Alors chez moi, entrée. le son est très saccadé. J'espère que vous m'entendez correctement parce que je n'ai pas pu entendre le propos de Nathalie. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Si jamais il y a des problèmes de connexion et que vous m'entendez mal, privilégiez le chat parce que chez moi ça passe mal au niveau du son. Donc je me présente Luc Brunet. Donc pour la plupart vous étiez là hier. Donc je suis responsable de l'Observatoire SMAC des risques de la vie territoriale. La SMAC est une mutuelle d'assurance des collectivités locales qui est basée sur Niort. Nous sommes leaders sur l'assurance des collectivités territoriales. Et nous avons créé un observatoire des risques juridiques des collectivités territoriales en 1998 en partenariat avec une quinzaine d'associations d'élus et de fonctionnaires territoriaux. Donc le but de cette intervention ce matin, c'est d'intervenir donc sur les pouvoirs de police du maire. Alors on va voir que vous disposez d'un certain nombre de prérogatives qui sont importantes. Pour autant, vous ne disposez pas d'une baguette magique. On va le voir, et que des fois, de ce qui est prévu dans les textes et de ce que vous pouvez faire concrètement, il peut y avoir un décalage important entre la théorie et la pratique. Et nous verrons que l'une des principales problématiques, c'est notamment le procès-verbal, justement, qui risque de vous poser difficulté concrètement dans l'exercice quotidien de vos fonctions, si vous ne disposez pas d'une police municipale ou d'un garde champêtre. Voilà. Donc, au niveau des pouvoirs de police, nous allons distinguer, en fait, on va voir qu'il y a plusieurs distinctions. La première distinction qui s'applique, c'est la différence entre... Pardon, mais comme j'ai plus la main sur les micros, est-ce que Monsieur Chémol pourrait couper son micro, s'il vous plaît? Oui. Merci, parce qu'on on entend tout et ça fait des parasites. Merci. Merci. Donc la première distinction, c'est la distinction entre vos prérogatives de police administrative et vos pouvoirs de police judiciaire. On va voir la différence et on va voir qu'effectivement, il y a deux finalités qui sont complètement différentes. La finalité, la police administrative, elle poursuit, chaque fois que vous êtes dans la prévention. Quand vous faites de la prévention, vous faites de la police administrative. Cette police administrative, elle a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité, la salubrité publique. Et si jamais il y a un contentieux, ce contentieux relève des juridictions administratives, à savoir tribunal administratif, cour administrative d'appel, Conseil d'État. Par contre, quand vous faites de la répression et non plus de la prévention, parce qu'il y a verbalisation notamment, eh bien à ce moment-là, on n'est plus au niveau de la police administrative, mais on passe au niveau de la police judiciaire. Et pour le coup, cette police judiciaire, elle est exercée sous la direction du procureur de la République. Donc là, vous êtes en quelque sorte un agent de l'État quand vous êtes officier de police judiciaire. Et s'il y a un contentieux, ce contentieux ne relève plus des juridictions administratives, mais il relève des juridictions judiciaires, tribunal judiciaire, cour d'appel, cour de cassation. Ah, il y a un téléphone qui s'allume, si vous pouviez couper votre son. Merci. Un exemple qui est arrivé dans une commune bretonne, un policier est en train de verbaliser un contrevenant, le contrevenant l'insulte, le policier excédé prend son talkie-walkie, tape sur la tête du contrevenant. Donc ça a été jugé par le tribunal des conflits le 7 juin 1999. Qu'est-ce qu'a dit le tribunal des conflits? Eh bien là, le policier municipal, il était dans une action de verbalisation, d'accord? Donc, on était bien dans les prérogatives de police judiciaire, et donc le contentieux lié à cette altercation relevait de la compétence des juridictions judiciaires sur le plan indemnitaire et non pas de des juridictions administratives. Le maire et les adjoints,
sont officiers de police judiciaire. Donc, tous les adjoints sont officiers de police judiciaire, même ceux qui n'ont pas de délégation. D'accord ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire être officier de police judiciaire? Il faut savoir que tous les gendarmes et tous les policiers ne sont pas des officiers de police judiciaire. Il faut passer un concours avec des épreuves qui sont costauds. Et il y en a qui essayent plusieurs fois et qui n'y arrivent pas à le passer, ce concours. Vous, du seul fait de votre élection, vous êtes officier de police judiciaire, sans avoir à passer un concours. D'accord ? C'est votre élection qui vous donne cette qualité d'officier de police judiciaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en théorie? En théorie, un officier de police judiciaire, c'est quoi? En gros, si on veut caricaturer, c'est quelqu'un qui court après les voleurs, qui les arrête et qui les appréhende, qui les place en garde à vue éventuellement et qui les remet à la justice pour que les individus en question soient jugés. Si on veut présenter grosso modo les pouvoirs de police judiciaire, c'est ça. Un officier de police judiciaire, il a des prérogatives relativement importantes. Et que n'ont pas, par exemple, les policiers municipaux. Les policiers municipaux, eux, ne sont pas des officiers de police judiciaire. Donc, c'est vrai que ce sont des prérogatives qui sont très, très, très importantes sur le papier. Sur le papier. Parce que, en pratique, pour pouvoir exercer ces pouvoirs de police judiciaire, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Et ça peut même se révéler assez dangereux pour vous. Je vais vous citer un exemple qui est survenu dans une commune de l'Est de la France, du Nord-Est de la France. Un maire avait pris un arrêté, il interdisait la circulation des poids lourds sur une voie qui était en cours de réfection. Donc, il y a des travaux sur une voie, donc il avait pris un arrêté que le temps des travaux, les poids lourds ne puissent pas circuler sur cette voie. Et un jour, qu'est-ce qu'il constate? Un camion qui roule en infraction à son arrêté. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Lui, il décide d'intervenir. Il décide d'intervenir et il se place au milieu de la chaussée pour arrêter le camion en question qui roule en infraction à son arrêté. Bon, déjà, miracle, le camion s'est arrêté. Parce que vous comprenez bien que, mettez-vous à la place du chauffeur, il voit un individu en civil qui se place au travers de la route. Bon, c'est déjà, ça peut interpeller. Donc le maire va voir le chauffeur, lui explique qu'il est maire et que donc en cette qualité il est officier de police judiciaire et donc qui va verbaliser le chauffeur du camion parce qu'il roule en infraction à son arrêté. Sauf que le chauffeur du camion, il est allemand, il ne comprend pas un mot de français, panique, se demande ce que lui veut cet individu en civil, sort une batte de baseball et commence à taper sur le maire avec la batte de baseball. Et le maire ne doit son salut qu'à l'intervention d'un voisin qui, entre-temps, a pu appeler les forces de l'ordre. Autre exemple, qui se passe cette fois en Bretagne. Un maire avait pris un arrêté interdisant la circulation d'un certain tonnage sur les chemins ruraux. Et qu'est-ce qu'il constate un jour? Un agriculteur sur le chemin rural avec sa moissonneuse-batteuse. Et la même topo, il veut le verbaliser. Et l'agriculteur conteste en disant ah ouais, mais moi je ne savais pas que c'était le maire, il était en short et en polo et il voulait consigner le procès-verbal sur un cahier d'écolier. Bon, tout ça pour dire que, en théorie, vous êtes officier de police judiciaire. En théorie, effectivement, vous avez toutes les prérogatives d'un officier de police judiciaire. D'ailleurs, une circulaire qui vient d'être parue la semaine dernière, quand vous lisez la circulaire, vous dites ah ouais, on a vraiment d'importantes prérogatives. Sauf qu'en pratique, pour exercer ces prérogatives, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Alors, vous ne disposez pas d'un uniforme. Alors, quand je dis vous ne disposez pas d'un uniforme, ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'il y a un décret de 1852 qui est toujours en vigueur. Alors, il est tombé en désuétude, qui prévoit une tenue officielle du maire. Alors, tenue officielle du maire, vous avez notamment droit au chapeau à plumes noires, avec une épée aussi argentée. Je ne suis pas sûr qu'ainsi à Coutray, vous auriez plus de succès pour arrêter les contrevenants. Bon, il est vrai que vous auriez au moins une épée pour vous défendre si vous êtes provoqué en duel
avec une batte de baseball. Bon, les entrées mises à part, vous aurez compris que sur le papier, vous êtes officier de police judiciaire. En pratique, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, il y a des questions parlementaires qui ont été posées sur le sujet. Est-ce que vous devez avoir votre écharpe de maire, par exemple, lorsque vous faites usage de vos pouvoirs de police judiciaire? Non, c'est pas obligatoire. La loi engagement et proximité du 27 décembre 2019 a prévu la remise d'une carte d'identité tricolore aux maires et aux adjoints pour pouvoir attester de leurs fonctions. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est dans l'Allier. Je sais que dans plusieurs départements, il y a eu du retard à l'allumage et le confinement n'a pas aidé à cette remise. Toujours est-il que même si vous ne l'avez pas encore reçue, vous n'avez pas besoin de cette carte pour exercer pleinement vos prérogatives. C'est simplement pour pouvoir attester que vous êtes bien maire, mais vous êtes maire, même si vous n'avez pas encore, vous êtes maire et adjoint et officier de police judiciaire, même si vous n'avez pas encore reçu cette carte. Le même article impose au préfet et au procureur de la République de recevoir, après le renouvellement général des conseils municipaux, les maires du département afin de leur présenter vos attributions que vous exercez au nom de l'État et comme officier de police judiciaire et de l'État civil. Parce que lorsque vous êtes officier de police de l'État civil, c'est pareil, vous êtes représentant de l'État. Donc là, il y a des réunions qui vont être organisées avec la préfecture. La circulaire de la semaine dernière, là aussi, précise que, bon, avec le confinement, elles n'ont pas pu avoir lieu, ces réunions, mais elles devront être organisées sans doute en septembre. Vous allez être sans doute contactés pour des réunions avec les représentants de la préfecture et peut-être le procureur de la République également. Alors, vous aurez compris, alors oui, si je reviens sur l'exemple précédent, excusez-moi, du maire qui vous avez pris un arrêté, vous constatez qu'il y a une infraction à votre arrêté, un contrevenant qui roule en infraction à votre arrêté. Surtout, ne faites pas comme ce maire, ne vous mettez pas au travers du chauffeur routier sur la route. Vous vous mettriez en danger. Vous vous mettez en danger, vous mettez aussi en danger les usagers de la route. Ce que vous pouvez faire éventuellement dans ce type de situation, c'est relever le maximum d'éléments de fait, et notamment la plaque d'immatriculation du véhicule, le type de véhicule, etc. Et après, si vous ne disposez pas effectivement d'une police municipale ou d'un cadre champêtre, ce que vous pouvez faire, c'est vous rendre à la brigade de gendarmerie et voir si les conditions de ce qu'on appelle un procès verbal à la volée sont réunies. Parce que pour certaines infractions, il n'est pas nécessaire d'arrêter le contrevenant pour le verbaliser. On peut dresser ce qu'on appelle dresser procès verbal à la volée. Et donc là, pour cela, il faut disposer du maximum d'éléments de fait que vous auriez pu relever. Et les gendarmes pourront vous aider à rédiger un procès verbal en bonne et due forme si les conditions sont réunies. Ça me permet de faire un point. Il est important en tant que nouvel élu que vous vous présentiez à la brigade de gendarmerie, parce que je pense que pour la plupart, vous êtes en zone gendarmerie, que vous présentiez au commandant de brigade pour établir de bonnes relations, parce qu'au cours de votre mandat, il sera utile qu'effectivement vous entreteniez de bonnes relations avec la brigade de gendarmerie, et le commandant de brigade en particulier. Alors, un point important, c'est que la loi engagement et proximité du 27 décembre 2019 a considérablement assoupli les possibilités pour les EPCI de recruter des policiers municipaux ou des gardes champêtres pour les mettre à disposition des communes membres. On est bien d'accord que dans vos communes rurales, vous, évidemment, le budget ne vous permet sans doute pas de recruter un policier municipal ou un garde champêtre. Un garde champêtre, ça peut être très intéressant d'en avoir un. Par contre, ce qui n'est pas possible de faire au niveau du budget de votre commune, ça peut valoir le coup de se poser la question si au niveau de la Comcom, ce n'est pas envisageable. Voir si au niveau de la Comcom, ce n'est pas envisageable, parce qu'effectivement, ça peut être très intéressant d'avoir notamment un garde champêtre qui sera mis à disposition des communes membres. D'autre part, la loi engagement et proximité, elle prévoit également la possibilité pour plusieurs communes de se regrouper, même si elles ne font pas partie de la même communauté de communes. Vous pouvez vous regrouper à plusieurs communes pour recruter un garde champêtre et le mettre à disposition des communes membres, des communes adhérentes à ce groupement de fait, en gros, même si, encore une fois,
les communes en question ne font pas partie de la même communauté de communes. Donc c'est aussi une possibilité qui est à votre disposition. Vous avez un certain nombre de prérogatives en termes de prévention de la délinquance. Le maire anime sur le territoire de la commune la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre. Dans les communes de plus de 10 000 habitants, je ne pense pas que vous êtes concernés, et dans les communes comprenant une zone urbaine sensible, alors ça peut concerner une commune rurale qui serait à proximité d'un centre urbain, le maire ou son représentant désigné préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, avec des prérogatives qui peuvent être relativement intéressantes, notamment en termes de prévention de la récidive. Alors là, pour le coup, c'est un dispositif qui peut vous intéresser, y compris dans vos communes rurales. Vous avez la possibilité d'initier dans la commune ce qu'on appelle un dispositif de participation citoyenne. Donc, c'est une circulaire du 22 juin 2011 qui l'a mise en œuvre. Et là, c'est d'associer les administrés à la politique de prévention de la délinquance. Alors, avec des citoyens qui se portent volontaires. Alors, ils ne détiennent pas des prérogatives particulières, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de prérogatives de puissance publique, notamment, évidemment. Mais par contre, ils peuvent, à ce titre, opérer une vigilance particulière et signaler les faits qu'ils constatent aux autorités. Donc, c'est un peu le dispositif de voisins vigilants. Et donc là, vous avez une circulaire du 30 avril 2019 que vous pouvez consulter et qui vous apporte des précisions sur le dispositif. Oui, j'ai oublié de vous préciser que donc en bas, vous voyez là, vous avez toujours des rectangles avec des liens qui vous sont proposés. Quand le diaporama vous sera remis, vous pourrez cliquer sur ces liens et avoir accès directement aux documentations en question. Alors, en votre qualité d'officier de police judiciaire, vous allez disposer d'un certain nombre de droits à l'information. C'est-à-dire que vous allez pouvoir obtenir certaines informations. Alors, le procureur de la République peut porter à votre connaissance. Donc là, c'est à l'initiative du procureur de la République et c'est une faculté dont il dispose, ce n'est pas une obligation de sa part. Le procureur de la République peut porter à votre connaissance toutes les mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la communication lui paraît nécessaire à la mise en œuvre d'actions de prévention, de suivi, de soutien, engagées ou coordonnées par l'autorité municipale ou intercommunale. C'est-à-dire que vous pouvez recevoir un coup de fil du procureur de la République ou un courrier du procureur de la République ou un mail qui vous informe de telle ou telle mesure qu'il a prise ou telle décision de justice. D'accord ? Ne soyez pas surpris si vous êtes contacté par le procureur de la République. Ça fait partie effectivement des possibilités, sachant que là, il peut s'agir d'informations confidentielles, donc vous serez astreint au secret professionnel qui sera lié à la nature des informations qui vous seront délivrées. Vous êtes également informé sans délai, alors là pour le coup c'est une obligation, par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationale des infractions causant un trouble à l'ordre public commis sur le territoire de votre commune. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une infraction qui cause un trouble à l'ordre public, vous ne devez pas la prendre par la presse ou par radio moquette, mais vous devez la prendre directement par la gendarmerie, ou pour le commissariat si vous êtes en zone police. Donc là, c'est une obligation d'information. Donc d'où l'importance, comme je le disais tout à l'heure, d'entretenir de bonnes relations avec la brigade de gendarmerie et de prendre contact avec eux pour que le circuit soit bien huilé. Alors attention, il ne s'agit pas d'être informé de toutes contraventions qui existent, qui sont commises sur le territoire de votre commune. Il s'agit des infractions qui causent un trouble à l'ordre public, donc une certaine gravité. On va pas, le commandant de brigade ne va pas vous informer parce qu'il a flashé un véhicule sur votre commune. D'accord ? Ce n'est pas une simple contravention. Et par contre, une infraction d'une certaine gravité, effectivement, vous ne devez pas apprendre l'information par la presse. Il y a un canal privilégié avec le brigade de gendarmerie et le commandant de brigade doit vous informer de manière privilégiée. Vous êtes également informé par le procureur de la République des jugements définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions signalées
que vous avez signalé en application de l'article 40 du Code de procédure pénale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que l'article 40 du Code de procédure pénale? L'article 40 du Code de procédure pénale, il vous fait obligation. C'est une obligation que vous avez. Lorsque vous avez connaissance d'un crime ou d'un délit dans l'exercice de vos fonctions, vous devez le signaler sans délai au procureur de la République. Et c'est pareil pour les fonctionnaires. Les fonctionnaires ont la même obligation. Lorsqu'un fonctionnaire a connaissance d'un crime ou d'un délit dans l'exercice de ses fonctions, il doit le signaler sans délai au procureur de la République. Et donc, vous aussi, vous avez cette obligation-là. Une fois que vous avez signalé, eh bien, le procureur de la République, il devra, en contrepartie, vous informer des suites qui seront données au signalement que vous avez opéré. D'accord ? Et donc, vous devrez être informé des jugements qui ont été rendus, des appels éventuellement qui ont été interjetés, dès lors que c'est des infractions que vous avez signalées au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale. Nouveauté introduite par la loi du 27 décembre 2019. Vous devez être informé à votre demande, donc là c'est à vous de prendre l'initiative, par le procureur de la République, des suites judiciaires données aux infractions constatées sur le territoire de votre commune par les agents de police municipale. Là, ça suppose que vous ayez une police municipale. Et donc l'hypothèse, c'est que vous ayez une police municipale ou que la Comcom ait recruté un policier municipal mis à disposition des communes membres. Un procès verbal a été dressé par ce policier municipal ou par le garde champêtre. Il a été transmis au procureur de la République. Vous voulez connaître les suites qui ont été données à ce procès verbal. À ce moment-là, vous êtes en droit d'interroger le procureur de la République pour savoir quelles suites ont été données. On monte dans vos prérogatives. On va voir que vous avez des prérogatives qui sont relativement importantes et qui s'apparentent tantôt à des prérogatives qui appartiennent en principe au procureur de la République et d'autres qui appartiennent même au juge. Alors, quelles sont ces prérogatives? Première prérogative, le rappel à l'ordre. Le rappel à l'ordre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, lorsque vous avez un administré qui commence à vous poser problème, qui commence à, si vous n'intervenez pas, vous sentez que ça va dégénérer, eh bien, vous avez la possibilité de convoquer cet administré en mairie pour lui adresser un rappel à l'ordre. Alors, ce rappel à l'ordre, il se fait de manière orale, d'accord? Il n'y a pas de trace écrite du rappel que vous allez faire à l'administré en question. Mais par contre, vous pouvez le convoquer par écrit. Rien ne vous empêche de faire une convocation par écrit. Pour formaliser, pour impressionner un peu plus, vous pouvez viser l'article L132.7 du Code de la sécurité intérieure et vous le convoquez en mairie pour lui dire, bon, maintenant, ça suffit. Maintenant, ça suffit. Donc, c'est chaque fois qu'il y a des faits qui sont commis sur le territoire de la commune et qui sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la sécurité publique. Donc, pour vous donner un exemple, j'avais vu un reportage sur un garde champêtre où il avait été appelé parce que vous aviez un administré qui crachait sur les véhicules. Bon, rien de grave en soi, on est d'accord, mais ce n'est pas non plus très plaisant. Et puis, si on n'intervient pas, ça peut vite déborder sur des faits un peu plus graves. Donc, justement, pour avoir discuté avec des maires qui ont mis en œuvre cette procédure, ils en sont relativement contents parce que ça permet d'apporter une réaction immédiate à des faits qui, si on n'intervient pas, peuvent vite dégénérer dans des situations plus graves et puis polluer le climat et dégrader le climat au sein de la commune. D'accord ? Alors, vous pouvez utiliser cette faculté pour un mineur. C'est possible. Donc, pour un mineur, c'est possible aussi. Et dans ce cadre-là, il faudra faire le rappel à l'ordre en présence des parents ou de ses représentants légaux. Donc, tout ce dispositif, vous le retrouvez dans l'article L132.7 du Code de la sécurité intérieure. On augmente dans vos possibilités. On a vu qu'avec le rappel à l'ordre, vous disposiez d'une prérogative qui appartient en principe au procureur de la République.
là, vous avez une prérogative, c'est la transaction municipale, qui vous donne carrément la possibilité de prononcer, entre guillemets, une peine. Donc, en principe, une peine, c'est qui la prononce? C'est le juge, c'est pas vous. Mais, dans un certain nombre de cas, vous disposez effectivement d'une possibilité alors, c'est pas prononcer une peine, c'est proposer une peine au contrevenant. Parce qu'on est dans un processus transactionnel, c'est-à-dire que la peine que vous allez prononcer, la peine entre guillemets que vous allez prononcer, il faudra qu'elle soit acceptée par le contrevenant. Alors, ça ne concerne pas tout, ça concerne uniquement les contraventions que peuvent constater par procès-verbaux les agents de police municipale. Donc, il faudra qu'il y ait un procès-verbal qui ait été dressé. Et avant que l'enquête, l'action publique ne soit engagée, vous aurez la possibilité, une fois que le procès-verbal a été dressé, qui concerne des biens appartenant à la commune, c'est-à-dire qu'il y a eu des dégradations, par exemple, légères sur des biens de la commune, eh bien, un procès-verbal est dressé. Vous avez la possibilité de proposer au contrevenant deux choses. Soit une transaction financière, donc le contrevenant va verser une somme d'argent à la commune pour réparer le préjudice qu'il a commis, soit un travail d'intérêt général au profit de la commune. D'accord? D'une durée maximale de 30 heures. Vous voyez que vous disposez ici, là aussi, de prérogatives relativement importantes, alors qui sont quand même encadrées parce que la transaction, une fois que imaginons que le contrevenant accepte, donc si le contrevenant accepte, après, le protocole transactionnel, il faudra la transmettre au procureur de la République pour homologation, parce qu'on va vérifier en fait que ce que vous proposez au contrevenant n'est pas disproportionné par rapport aux faits qui ont été commis. Donc il y a une homologation qui est faite par le procureur de la République. Mais c'est vous qui faites la transaction. Le procédure est très bien décrite, c'est assez simple à mettre en œuvre. C'est prévu dans l'article 44.1 du Code de procédure pénale. Donc, si vous voulez des précisions complémentaires par rapport à cette procédure, je vous invite à lire le texte qui est assez bien rédigé. Et donc, là aussi, pour avoir discuté avec des maires qui l'ont mise en œuvre, ils en sont contents parce que ça permet d'apporter une réaction immédiate à des faits, alors que si la procédure pénale classique avait suivi son cours, normalement, on n'était pas sûr de l'issue et puis ça aurait traîné en longueur. Tandis que là, ça permet effectivement d'apporter une réponse. Par contre, on est bien d'accord, on est dans un processus transactionnel, donc ça suppose que le contrevenant soit d'accord pour s'engager dans cette procédure. S'il n'est pas d'accord, c'est la procédure classique qui va suivre son cours. Attention, on a vu que le rappel à l'ordre, il peut être fait à un mineur. Par contre, la transaction, vous ne pouvez pas le faire à un mineur. Vous ne pouvez pas imposer un travail d'intérêt général à un mineur au niveau de la transaction. Alors, attention à bien rester dans le cadre légal qui vous est imparti. J'ai bien conscience que parfois, ce cadre légal, ça peut être relativement contraignant. Oui, c'est contraignant. Par contre, ce cadre légal, il est protecteur. Il est protecteur parce que, d'une part, vous pouvez vous exposer physiquement, malheureusement. Il y a eu des cas médiatiques, malheureusement, où des élus ont été agressés dans l'exercice de leur pouvoir de police. Et d'autre part, vous vous exposez juridiquement si vous sortez de ce cadre légal. Et avec des exemples là, que je vous cite. Premier cas, donc la Cour d'appel de Douai du 10 octobre 2012. Un maire avait réprimandé un adolescent parce que celui-ci avait escaladé un grillage appartenant à la commune pour aller récupérer un ballon. Et l'adolescent, mécontent d'être réprimandé devant ses copains, avait violemment, quand je dis violemment, c'est violemment, injurié le maire. Et le maire, excédé, avait giflé l'adolescent. Loin de calmer l'adolescent, celui-ci avait redoublé de violence verbale, avait menacé le maire en lui disant « je vais te planter », et était retourné chez lui pour aller chercher un couteau de cuisine et est revenu sur place avec la ferme intention d'en découdre avec le maire. Entre-temps, le maire avait compris qu'il valait mieux ne pas rester sur place, donc il était parti.
heureusement, il n'y a pas eu d'agression sur le maire. Mais vous voyez avec cet exemple que si l'adolescent avait eu le couteau sur lui, on ne sait pas malheureusement comment la situation aurait pu tourner. Toujours est-il que le père de l'enfant, lorsqu'il a appris cela, au lieu de réprimander son fils, porte plainte contre le maire pour violence volontaire. Et en première instance, le maire a été condamné. Il avait été dispensé de peine, mais sur le plan de sa culpabilité, le maire avait été condamné pour violence volontaire. La Cour d'appel de Douai, le 10 octobre 2012, a relaxé le maire. Je cite, « Le geste du maire, mesuré et adapté aux circonstances de fait d'espèce, était justifié en ce qu'il s'est avéré inoffensif et était une réponse adaptée à l'atteinte inacceptable portée à l'autorité de sa fonction. » Alors, n'en concluez pas trop vite que vous avez le droit de gifler un adolescent qui vous a injurié, parce que là, ça a été jugé comme ça à la Cour d'appel de Douai. Ailleurs, ça aurait pu être jugé différemment. Et puis, d'autre part, on a vu que si l'adolescent avait eu un couteau, là, ça aurait pu effectivement mal se tourner. Autre exemple, là, ça se passe en Bretagne, c'est l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 18 septembre 2007. Qu'est-ce qui s'est passé? Maire nouvel élu. Peut-être que parmi vous, il y a des nouveaux élus. Je ne sais pas si vous êtes sortant et vous avez été réélu, félicitations. Ou si vous êtes nouvel élu, félicitations aussi. Il s'est passé quoi dans cette commune? Eh bien, maire nouvel élu, à peine installé dans son fauteuil de maire, vous avez une délégation d'agriculteurs qui viennent le voir, qui lui dit félicitations, bravo pour ton élection. N'oublie pas qui c'est qui t'a élu. Ah. Alors quand vous entendez cette phrase, n'oublie pas qui c'est qui t'a élu, il y a un clignotant qui doit s'allumer. Parce qu'en général, ce n'est pas bon signe. Et donc là, qu'est-ce que disent les agriculteurs? Bon, ton prédécesseur, il était gentil, mais il ne faisait rien. On compte sur toi. Tu sais que l'autre, je vais rester poli, enquiquineur, bien, ça fait un moment qu'il nous enquiquine. Il a placé un poteau en limite de propriété sur le chemin rural. On ne peut plus passer avec nos engins agricoles sur le chemin en question. Il y avait même 2 poteaux. Il faut que tu fasses quelque chose. OK. Bon. Et les agriculteurs se proposent de venir sur place avec des tronçonneuses pour faire abattre les poteaux. Bon. L'ICA. Le maire, il est méfiant, donc il convoque la gendarmerie, un huissier de justice, la presse et les agriculteurs donc arrivent et toute cette délégation se rend sur place. Donc le but de l'opération, je vous le rappelle, c'est de faire tomber les poteaux en question. Arrivé sur place, on commence, les tronçonneuses rentrent en action, sauf que l'administré qui a plus de 70 ans, lui, il n'est pas d'accord, évidemment, et il se cramponne à un poteau pour qu'on ne puisse pas l'abattre. Donc, qu'est-ce qui est fait? Vous avez des agriculteurs qui vont l'attraper par le callback, qui enlèvent ses bras, qui desserrent ses bras du poteau et qui le déplacent manu militari du poteau en question. Donc, le deuxième poteau est également abattu. On avait prévu les choses, on avait prévu bien les choses, c'est-à-dire que le maire avait même prévu un petit pot de l'amitié en fin de manifestation. Donc, on sert le pot de l'amitié, vous voyez, sous forme de calumet de la paix en quelque sorte, auquel tout le monde participe, les agriculteurs évidemment, tout le monde participe, sauf l'administré qui, lui, n'est pas content et qui fait même un malaise. Aïe! Aïe! Le médecin arrive, non, ça va, plus de peur que de mal, tout va bien. Ouf! Sauf qu'une semaine plus tard, l'administré en question va voir son médecin traitant, lui explique qu'il fait des insomnies depuis cet événement. Sur les bases d'une déclaration de l'administré, le médecin traitant, qu'est-ce qu'il fait? Il prescrit une incapacité temporaire de travail supérieure à 8 jours, sur la base duquel l'administré porte plainte pour violence en réunion,
avec préméditation, parce que tout ça, ça avait été organisé. Sur personne vulnérable, parce que je vous rappelle que l'administré en question avait plus de 70 ans. Suivi d'une incapacité supérieure à 8 jours et destruction de biens appartenant à autrui. Et le maire est poursuivi, et le maire est condamné. Et l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes, qu'est-ce qu'il dit? Le maire se devait, en sa qualité d'officier de police judiciaire, donc vous voyez que là, la qualité d'officier de police judiciaire ne compte plus pour du beurre, lorsqu'il s'agit de responsabilité, sous les yeux duquel se commettaient en flagrance les délits de violence volontaire et destruction de biens d'autrui, de mettre un terme aux infractions dont il était témoin. Donc là, on est bien d'accord, le maire, il n'avait pas lui-même déplacé, il n'avait pas pris part aux violences qui ont été exercées sur l'administré. Ce n'est pas lui qui est allé le déplacer physiquement, ce sont les agriculteurs. Ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas les avoir empêchés de le faire alors qu'il était présent sur place. Et alors qu'il avait organisé, sous la pression des agriculteurs, ce déplacement. Alors, dans ce type de situation, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est surtout ne pas vous abattre le poteau, c'est mettre en demeure s'il y a une gêne sur la circulation sur le chemin rural, c'est mettre en demeure le propriétaire de faire abattre les poteaux lui-même. Condamnation, alors là aussi, un autre exemple, tribunal correctionnel de Poitiers, 19 août 2004. Que s'est-il passé? C'est une commune de la Vienne, commune rurale, vous voyez, 800 habitants. 800 habitants, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une série de dégradations qui sont commises sur du mobilier urbain, sur des vitrines de commerçants. Et ça commence à prendre des proportions déplaisantes. Et donc, il y a un comité de vigilance qui se crée au sein de la commune avec des commerçants et des élus. Les fauteurs de troubles finissent par être identifiés. On les appréhende, mais avant de les remettre aux forces de l'ordre, on les emmène dans un hangar à l'écart et on leur fait passer un mauvais quart d'heure. Aïe. Alors, les fauteurs de troubles, eux, ont été poursuivis et condamnés pour des dégradations volontaires. Les élus et les commerçants qui ont participé à l'arrestation et à l'admonestation, ils n'ont pas été poursuivis pour dégradation sur des biens mobiliers. Ils ont été condamnés, eux, pour séquestration illégale et pour violence volontaire avec préméditation. Deux points, je cite, ouvrez les guillemets, l'accroissement du nombre des atteintes aux biens est regrettable, mais on ne peut en aucun cas justifier la commission d'atteinte aux personnes et délits aussi graves que la séquestration et les violences avec préméditation. Donc, je me permets d'insister, attention, effectivement, le cadre légal, il a ses contraintes, il y a des procédures à respecter, mais ce cadre légal, il vous protège. Il vous protège physiquement, parce qu'on ne sait jamais sur qui vous tombez. Il vous protège également juridiquement, parce que vous voyez que ça peut facilement mal tourner et ça peut se retourner contre vous, avec des peines qui sont plus lourdes. Là, les peines de séquestration illégale et violence volontaire avec préméditation sont beaucoup plus lourdes que les peines encourues pour dégradation sur le mobilier urbain. Donc, attention à ne pas vous placer en difficulté. Procédure d'amende administrative. Alors là aussi, c'est des prérogatives qui sont relativement importantes, qui sont relatives à... Vous avez la possibilité de prononcer une amende. Ça peut paraître surprenant, mais c'est une amende administrative que vous pouvez prononcer dans un certain nombre de cas. Depuis la loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019, et dont certaines dispositions ont été complétées par la loi sur l'économie circulaire du 10 février 2020. Alors, dans quel cas? Peut donner lieu à une amende administrative d'un montant maximal de 500 €. Donc, ce n'est pas neutre. C'est-à-dire que vous pouvez prononcer une amende jusqu'à 500 €, une amende administrative. Alors, dans quel cas? Pour des manquements à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et qui présente un caractère répétitif ou continu. Donc, il y a plusieurs éléments intéressants à relever.
Donc, ça suppose que vous ayez pris un arrêté de police. Donc là, ça suppose un arrêté du maire. Vous avez pris un arrêté de police et il y a eu une infraction qui a été commise à votre arrêté. Et cette infraction, à l'arrêté que vous avez pris, présente un risque pour la sécurité des personnes. Donc, ce n'est pas pour tout type d'arrêté que vous pouvez prendre une amende. C'est uniquement s'il y a un risque pour la sécurité des personnes. Et ça présente aussi un caractère répétitif ou continu, c'est-à-dire que ce n'est pas la première fois. Ça commence à devenir lourd, hein, c'est répétitif, c'est continu. Dans quel cas? Dans 4 situations. En matière d'élagage et d'entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public. Donc vous avez une haie, par exemple, qui déborde sur la voie publique, ça présente bien un danger pour la sécurité des usagers, puisque ça peut gêner la visibilité, ça peut constituer une entrave aussi à la circulation sur le domaine public. Donc là, voilà, première hypothèse en matière d'élagage et d'entretien des arbres. Deuxième hypothèse, ça a pour effet de bloquer ou d'entraver la voie ou le domaine public en y installant ou en laissant sans nécessité ou sans autorisation tout matériel ou objet ou en y déversant toute substance. Ben là, par exemple, ça peut être des dépôts de déchets sur la voie publique et donc ça peut gêner la circulation publique aussi, par exemple. Consistant en moyen d'un mobilier, troisième situation, à occuper à des fins commerciales la voie ou le domaine public, sans droit ni titre, ou de façon non conforme au titre délivré en application de l'article L2122-1 du CGCT. Là, c'est l'hypothèse où vous avez, par exemple, autorisé un commerçant ambulant à déposer son véhicule sur la voie publique, où donc le commerçant n'a pas eu d'autorisation, où vous avez délivré une autorisation et le commerçant ambulant n'a pas respecté l'autorisation qui lui avait été délivrée. Enfin, dernière hypothèse, non-respect d'un arrêté de restriction horaire pour la vente d'alcool à emporter sur le territoire de la commune. Donc, dans ces quatre hypothèses, vous aurez la possibilité de prononcer une amende administrative d'un montant maximal de 500 € pour sanctionner l'infraction à l'arrêté que vous avez pris. Et vous aurez également la possibilité, parce que non seulement de prononcer l'amende, mais également de faire procéder d'office en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais à l'exécution des mesures prescrites. D'accord? Donc non seulement il y aura amende, mais en plus, par exemple, si je reprends l'exemple de la matière d'élagage et d'entretien des arbres, vous pourrez prononcer une amende, mais en plus, vous pourrez mettre en demeure l'administré d'élaguer sa haie, et s'il ne le fait pas, vous pourrez le faire d'office à sa place et à ses frais. D'accord ? Alors, on aura toujours la même problématique. C'est que la première étape pour engager ces procédures et les différentes procédures qu'on a vues, ça suppose qu'il y ait eu un PV qui ait été rédigé. Donc, il y a toujours cette problématique-là initiale du procès-verbal. Et c'est pour ça que moi, je me permets d'insister, mais pour l'exercice de vos pouvoirs de police, la principale difficulté que vous allez avoir, donc, ça va être la rédaction du procès-verbal. Ah, je pense qu'on a perdu Luc Brunet et je pense qu'il va revenir dans pas longtemps. C'est pas la première fois chez lui. Je crois qu'il a, je sais pas où il est, mais je pense qu'il a une connexion qui n'est pas très très bonne. On va l'attendre, désolé. Il va revenir. Je vais quand même lui passer un coup de fil parce qu'il n'a peut-être pas conscience qu'il n'est plus en ligne. Si ça se trouve, il est en train de continuer à s'exprimer devant son écran.
Vous m'entendez? Oui, 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 c'est bon. merci. Donc, je vais reprendre le partage d'écran. Excusez-moi. Vous voyez mon écran, c'est bon? C'est bon, parfait. Merci. Donc, désolé pour ce souci technique. Donc, oui, ce que je vous disais, c'est que je pense qu'il est vraiment intéressant que, et je me permets d'insister, c'est que au niveau de la Comcom, il y a une réflexion sur le recrutement d'un garde champêtre. Parce que, on l'a vu, hein, toutes les procédures qu'on a vues, ça passe par la rédaction d'un procès-verbal. Un procès-verbal, ça ne s'improvise pas, encore une fois. Il y a des règles à respecter. Si vous ne les respectez pas, le PV il sera nul. Donc, toute la procédure derrière sera nulle. Les gardes champêtres connaissent la façon de rédiger un procès-verbal. C'est leur métier. Hein. Ils ont passé un diplôme pour ça. Ils ont passé un concours. Donc, je pense que ça vaut vraiment la peine, surtout que la loi engagement et proximité, elle facilite les choses. Et en plus, elle élargit vos prérogatives. Mais l'élargissement de vos prérogatives, il ne sera effectif que pour autant qu'il y ait un procès-verbal qui soit dressé. Donc, ça vaut vraiment la peine de se poser la question de recrutement d'un garde champêtre à disposition des communes membres sur la Comcom. Donc, une fois que le procès-verbal a été dressé, donc là, c'est la première étape, c'est le procès-verbal. S'il n'y a pas de procès-verbal, vous ne pourrez pas engager la procédure. Donc, la première étape, c'est le procès-verbal. La procédure doit être engagée dans un délai maximum d'1 an à compter du jour où le premier manquement a été commis. Donc, vous avez 1 an pour agir. Une fois que le procès-verbal a été rédigé, vous notifiez par écrit à la personne intéressée les faits qui lui sont reprochés ou les mesures qu'il doit prendre. Celui-ci a 10 jours pour présenter des observations écrites ou orales et il peut être assisté d'un avocat ou d'un mandataire de son choix. Donc, une fois que le procès-verbal a été rédigé, vous le notifiez par écrit au contrevenant et celui-ci dispose d'un délai de 10 jours pour présenter ses observations et il peut se faire assister d'un avocat pour présenter ses observations s'il le souhaite. D'accord ? À l'expiration de ce premier délai de 10 jours, si la personne ne s'est pas exécutée, le maire le met en demeure de se conformer à la réglementation dans un nouveau délai de 10 jours. Donc, premier délai de 10 jours, l'administré présente ses observations. Si, à l'issue de ce délai de 10 jours, il ne s'est toujours pas exécuté, il n'a pas fait ce que vous lui avez demandé, eh bien à ce moment-là, vous le mettez en demeure de le faire et ça fait partir un nouveau délai de 10 jours. Et c'est à l'issue de ce second délai, donc au tout bout, ça fait 20 jours en total, au bout de 20 jours, si l'intéressé ne s'est toujours pas exécuté, c'est à ce moment-là que vous avez la possibilité de prononcer une amende administrative, d'accord ? Dont le montant est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, sous le contrôle du juge administratif, parce que l'administré pourra contester l'amende devant le juge administratif s'il estime notamment que l'amende que vous avez prononcée est disproportionnée. Mais effectivement, vous voyez que là, c'est une procédure qui est relativement intéressante parce que ça va vous permettre non seulement de faire exécuter d'office les travaux aux frais de l'administré qui est récalcitrant, mais en plus de le sanctionner d'une amende administrative. Donc c'est vrai que c'est un dispositif qui est relativement intéressant, mais encore une fois, ça suppose qu'il y aura un PV qui a été dressé. Est-ce que sur cette première partie, vous avez des questions? Bon, alors là, vous pouvez ouvrir vos micros hein, si vous avez des questions à poser. C'est bon? On continue? Continue? Allez. C'est parti. La distinction pouvoir de police générale, pouvoir de police spéciale. Alors là, on rentre dans les prérogatives de police administrative. Vous disposez à la fois, en fait, au titre de votre pouvoir de police, vous avez à la fois des pouvoirs de police générale et des pouvoirs de police spéciale. La police générale, elle s'applique sans distinction. C'est l'article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales. Alors, je vous invite vraiment à lire cet article qui est là, parce que vous verrez déjà, ça vous donne un aperçu de l'étendue de vos prérogatives, sachant que la liste qui est prévue dans l'article, elle commence par l'adverbe notamment, donc c'est illustratif et c'est pas limitatif.
mais déjà, ça vous donnera l'étendue de vos prérogatives et du champ de vos responsabilités derrière. Donc, ce pouvoir de police générale, il s'applique sans distinction. C'est-à-dire que vous pouvez l'appliquer, c'est le droit commun en quelque sorte, c'est le droit commun. Après, dans certains domaines, ce n'est pas le droit commun qui s'applique, il y a une législation spécifique qui s'applique. Et à ce moment-là, c'est la police spéciale. Et donc, vous avez une procédure spécifique à respecter. Alors, dans certains cas, c'est vous qui avez ce pouvoir de police générale, ce pouvoir de police spéciale. Donc, dans tous les cas, c'est vous qui êtes compétent. Vous avez à la fois la police générale et la police spéciale. Par contre, dans d'autres situations, vous avez toujours le pouvoir de police générale. Par contre, la police spéciale, elle est exercée par le préfet. Par exemple, en période d'état d'urgence sanitaire, hein, on y est. Pour tout ce qui est la prévention du Covid-19, c'est une police spéciale qui relève de la compétence préfectorale de l'État. Vous n'êtes pas dessaisi de votre pouvoir de police générale, mais par contre, la police spéciale, elle appartient au préfet. Par contre, dans certaines situations, vous êtes à la fois titulaire du pouvoir de police générale et titulaire de la police spéciale. L'exemple, c'est les immeubles menacés en ruine. Alors, vous voyez que les juristes, on aime bien couper les cheveux en quatre, ça se passe de commentaires. Là, ça en est l'illustration. Parce que lorsque vous avez un immeuble menacé en ruine, ce que vous devez vous poser comme question, la première question que vous devez vous poser, c'est est-ce que la ruine trouve sa source dans une cause qui est interne à l'immeuble, par exemple un défaut d'entretien, ou une cause qui est externe à l'immeuble, par exemple une catastrophe naturelle. Si c'est une cause qui est interne à l'immeuble, c'est votre pouvoir de police spécial qui s'applique, donc avec une procédure spécifique à respecter. Si c'est une cause qui est externe à l'immeuble, c'est votre pouvoir de police général qui s'applique. D'accord ? Alors, exemple avec l'arrêt du Conseil d'État du 10 octobre 2005. Que s'est-il passé? C'est dans une commune de l'Isère. Vous avez une route à grande circulation qui traverse l'agglomération et vous avez une maison qui est riveraine de cette route à grande circulation qui prend feu. Les pompiers interviennent, finissent par neutraliser le sinistre, mais lorsque l'incendie est éteint, il reste une ruine qui menace à tout moment de s'effondrer sur la route. Donc le maire prend immédiatement un arrêté, donnant l'ordre de faire abattre la maison qui reste. L'administré rentre chez lui, plus de maison, pas content. Une enquête est diligentée, l'enquête permet d'établir qu'en fait la source de l'incendie, c'était une défectuosité du circuit électrique. Ah! Donc, on est d'accord, qui dit défectuosité du circuit électrique, c'est une cause qui est interne à l'immeuble. Donc le maire ne pouvait pas utiliser son pouvoir de police générale, il aurait dû utiliser son pouvoir de police spéciale avec une procédure spécifique à respecter. Et qu'est-ce que dit l'administré? Il dit, monsieur le maire, vous avez tout faux. Vous avez utilisé votre pouvoir de police générale alors que c'était mes circuits électriques qui étaient défectueux, donc c'était une cause interne à l'immeuble, donc vous auriez dû faire usage de votre pouvoir de police spéciale. Et l'administré recherche la responsabilité de la commune devant les juridictions administratives en demandant réparation de son préjudice. Et le tribunal administratif, puis la cour administrative d'appel de Lyon, donne raison à l'administré en disant le maire ne pouvait pas faire usage de son pouvoir de police générale, il aurait dû faire usage de son pouvoir de police spéciale. Le Conseil d'État, dans un arrêt du 10 octobre 2005, je vous rassure, donne raison au maire. Et qu'est-ce qu'il dit le Conseil d'État dans cette affaire? Il dit « L'exercice du pouvoir de police spéciale ne décide pas le titulaire du pouvoir de police générale en cas de péril grave et imminent. Quand il y a un péril grave et imminent, un danger qui est sur le point de se réaliser, vous n'avez pas à vous poser la question « Dans quel cadre je suis ?» Non, vous pouvez toujours faire usage de votre pouvoir de police générale dès lors qu'il y a un péril grave et imminent. Et en l'espèce, le Conseil d'État dit oui, il y avait un péril grave et imminent parce que la ruine menaçait de s'effondrer sur la voie à grande circulation. D'accord? Par contre, attention, c'est uniquement en cas de péril grave et imminent.
que vous pouvez, dans tous les cas, faire usage de votre pouvoir de police générale. Donc, c'est vraiment les situations d'urgence. Le maire, alors en période d'état d'urgence sanitaire, il y a des prérogatives spécifiques. Je vous invite si vous êtes intéressé par la question, à aller voir les différents liens que je vous propose. Ce qu'il faut retenir, c'est que donc, le pouvoir de police spécial, pendant l'état d'urgence sanitaire, tout ce qui est prévention du Covid-19, ça relève de la compétence de l'État. Pour autant, vous n'êtes pas dessaisi de votre pouvoir de police général. Vous pouvez durcir le dispositif national s'il y a des circonstances locales qui le nécessitent, d'accord? Donc des circonstances locales qui le nécessitent, mais sans que ça nuise à la cohérence des mesures prises par l'État. Il ne faut pas que les mesures que vous preniez soient incohérentes par rapport aux mesures prises par l'État. Vous avez eu des jurisprudences, notamment de maires qui avaient voulu maintenir les écoles fermées. Leurs arrêtés ont été suspendus parce que la décision au niveau national a été prise de réouvrir les écoles. Donc le maire ne pouvait pas décider que dans sa commune, les écoles resteraient fermées. Vous avez eu aussi des arrêtés de maire qui ont été suspendus, qui voulaient imposer le port du masque sur tout le territoire de la commune. Alors, en la matière, ça a pu changer, puisqu'entre-temps, la législation a évolué. Vous pourriez, par exemple, imposer le port du masque sur le marché. Sur le marché, vous avez un marché sur votre commune, vous pourriez effectivement, en le motivant, parce que, par exemple, les distances de sécurité ne peuvent pas être respectées sur le marché, prendre un arrêté de police en ce sens. Règles de compétence. Alors, ce dont il faut avoir conscience, c'est que le pouvoir de police est un pouvoir propre du maire. Donc, le conseil municipal n'a pas à interférer sur l'exercice du pouvoir de police. C'est vraiment vous, en tant que maire, qui détenez ce pouvoir de police. Et il n'y a pas de délibération du conseil municipal. D'ailleurs, s'il y avait une délibération, cette délibération pourrait être annulée parce que ça ne relève pas de la compétence du conseil municipal. C'est vraiment une compétence propre du maire. Vous avez la possibilité de déléguer vos fonctions à un adjoint. Attention, la délégation doit prendre la forme d'un arrêté. S'il n'y a pas d'arrêté, la mesure que prendrait l'adjoint n'existerait pas juridiquement. D'autre part, pour toute mesure de police, pensez à prendre un arrêté. Imaginons que vous vouliez, par exemple, je ne sais pas moi, réserver un emplacement de stationnement aux personnes en situation de handicap sur la commune. Vous avez beau avoir mis le beau panneau sur place, s'il n'y a pas l'arrêté de police correspondant, le panneau ne suffira pas. Et si vous tombez sur un procédurier qui a été verbalisé, il pourra contester le PV. D'ailleurs, il y a 3-4 ans, il y avait une série de PV qui avaient été annulés dans des villes pour du stationnement payant parce que le maire n'avait pas pris d'arrêté de police imposant le stationnement payant. Donc, attention, une mesure que pour autant, il y a un arrêté de police qui était le panneau, il y a un arrêté de police qui était fixé. On a vu hier, alors petit rappel pour ceux qui n'étaient pas hier, bon, je vais moi. Luc, je ne sais pas si tu m'entends, vu que tu m'entendais tout à l'heure, là on t'a à nouveau perdu. C'est bon. Luc, est-ce que tu m'entends?
Bon, On t'entend pas? Alors là, oui. Là, oui. Bah, on t'a perdu pendant un temps, mais là, on t'a récupéré. Non? Bon. Ouais, alors non, on ne t'entend pas. Ah, ah, ça, c'est revenu. T'entends très mal. et ben, c'est pareil, c'est très saccadé. Bon, vas-y, c'est bon, tu peux repartir, on te voit. Ouais, bah non. Partager le contenu. Compliqué, hein? C'est presque la fin en plus. Euh, il faudrait enlever ta webcam peut-être. Luc, est-ce que tu m'entends? Bon, Bon, bah, compliqué. C'est dommage, hein. C'était intéressant. Est-ce que tu veux que je passe les slides? Parce qu'à la rigueur, je pourrais peut-être. Bon, bah, on va essayer de trouver une solution pour terminer dans de bonnes conditions. Là, on t'entend pas. Ce que j'allais te proposer, c'est que tu rejoignes juste l'audio et que je passe les slides et que toi, tu sais où tu en es, que tu me dis slide suivante. Non? On a presque fini? Ouais. Oui, c'est ça, c'est ça. On va essayer comme ça. Excusez-nous, deux minutes, on va essayer une autre solution.
Est-ce que vous m'entendez, vous Ouais. Il y a un gros temps de latence. On continue du coup ou pas? Parce que Je vais demander. On peut faire un essai, puis on va voir. On fait un essai. Ouais, voilà, c'est Hein ce que j'allais Voilà. proposer. Mais alors, on va essayer de caler avec Luc Brunet. Ah, oui, on fait un essai comme ça. Alors, je suis à la 22. ouais. Donc, ce que je disais par rapport aux délégations, c'est que c'est une appréciation qui se fait au cas par cas. Ah ouais, non, c'est pas possible. Même comme ça, je pense que ça va être très compliqué. Parce qu'on le disait hier, la problématique de certaines compagnies d'assurance qui proposent au maire d'assurer sur son contrat personnel l'ensemble de l'équipe municipale, c'est à l'échelon sur le papier, mais à l'usage, ça peut être très pernicieux. Donc, il vaut mieux que chaque élu s'assire à titre personnel. Au niveau des pouvoirs de police, donc vous avez les pouvoirs de police de la structure intercommunale. L'hypothèse, c'est une compétence qui est exercée au niveau de la structure intercommunale. Le pouvoir de police, en principe, c'est le maire qui l'exerce. Mais dans certains domaines, dans les domaines qui vous sont présentés ici, lorsqu'il y a transfert de la compétence, il y a transfert automatique des pouvoirs de police du maire au président de l'EPCI. Vous voyez, que ce soit pour la police de l'assainissement, la collecte des déchets ménagers, l'accueil et l'habitat des gens du voyage, la circulation et le stationnement, autorisation de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi, et police des ERP et de sécurité des immeubles et des immeubles menaçant ruine. Mais, donc ce transfert, il est automatique. Mais dans les 6 mois qui suivent l'élection du président de l'EPCI, le maire d'une commune a la possibilité, d'une commune membre, a la possibilité de faire opposition à ce transfert de pouvoir de police. Donc c'est dans les 6 mois qui suivent l'élection du président de l'EPCI. Donc là, on va rentrer dans la période. Vous aurez la possibilité de faire opposition à ce transfert de pouvoir de police. Alors, attention, parce que si vous exercez cette prérogative, ça veut dire que derrière, vous assumez les responsabilités alors que la compétence, elle est exercée par la Comcom. Donc, ça veut dire qu'on se retrouve dans la situation suivante où la compétence est exercée par la Comcom et vous conservez le pouvoir de police qui est relatif à la compétence exercée par la Comcom, mais ça veut dire que vous endossez aussi la responsabilité derrière. Donc, avant d'exercer ce droit d'opposition, il faut bien réfléchir. Ce d'autant que, en plus, il y a un autre paramètre à prendre en compte, c'est que si vous décidez de vous opposer au transfert des pouvoirs de police, ça ouvre la possibilité au président de l'EPCI, de son côté, de dire, puisque le maire de la commune A a décidé de s'opposer au transfert des pouvoirs de police, eh bien moi, je n'exercerai pas mon pouvoir de police sur l'ensemble des communes membres. Donc ça peut mettre en difficulté les maires des communes voisines si vous exercez votre possibilité d'opposition, dans la mesure où le président de l'EPCI pourra dire, puisque c'est comme ça, moi je n'exerce pas mon pouvoir de police sur l'ensemble des communes membres. Nathalie? Merci. Transfert facultatif dans certaines prérogatives, donc de pouvoir de police au président de l'EPCI. Là, on n'est plus dans un transfert obligatoire, mais dans certains domaines, le transfert de pouvoir de police est facultatif. C'est le cas pour la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans les établissements communautaires, défense extérieure contre l'incendie, et depuis la loi du 10 février 2020, donc c'est la loi économie circulaire, pouvoir de police relatif aux abandons de déchets et dépôts sauvages. Donc là aussi, c'est une nouvelle disposition de la loi du 10 février 2020. Le transfert de pouvoir de police pourra être effectué dans ce domaine. Là, par contre, ce n'est pas automatique, c'est facultatif,
Et au sein de la Comcom, ça suppose l'accord unanime de tous les maires des communes membres. D'accord ? Donc, il faudra une unanimité des communes membres pour qu'il y ait transfert des pouvoirs de police afférents dans ces 3 domaines. Diapositive suivante. Nathalie? Oui, oui. Allez, merci. Oui, oui, c'est juste que, voilà, voilà. Alors, le préfet dispose, merci, le préfet dispose d'un certain nombre de prérogatives, notamment, il faut savoir que le préfet, s'il estime que vous n'avez pas exercé votre pouvoir de police, il peut vous mettre en demeure de l'exercer. Et si vous ne le faites pas, le préfet pourra prendre l'arrêté de police en votre lieu et place. Donc, c'est important à savoir. C'est un peu comme on l'a vu tout à l'heure, vous pouviez mettre en demeure un administré de faire quelque chose, notamment élaguer une haie. Et si l'administré ne s'exécute pas, vous pouvez le faire à sa place. Et bien là, c'est pareil. Mais c'est en sens inverse, c'est-à-dire que le préfet il peut vous mettre en demeure d'exercer votre pouvoir de police, et si vous ne le faites pas, eh bien, le préfet pourra prendre l'arrêté de police à votre place, et à vos frais aussi, aux frais de la commune, c'est-à-dire que s'il y a une responsabilité qui est engagée dans l'exercice de ce pouvoir de police, le préfet n'engagera pas la responsabilité de l'État, il engagera la responsabilité de la commune. D'accord ? D'autre part, le préfet, il sera compétent pour prendre les mesures de police qui dépassent le territoire d'une seule commune. Par exemple, les arrêtés de restriction d'eau, ça va être pris sur l'ensemble du territoire départemental ou sur un certain secteur. Mais là, ça va concerner plusieurs communes et donc, c'est de la compétence préfectorale. Autre prérogative dont dispose le préfet, c'est que parfois, vous pouvez avoir des arbitrages qui doivent être faits par le préfet parce qu'il y a des arrêtés contradictoires de maires qui peuvent poser problème. Par exemple, dans 2 communes riveraines des Yvelines, vous aviez deux maires de bords politiques différents qui ne s'entendaient pas, au point que vous aviez un maire qui avait pris un arrêté de police imposant un sens de circulation unique sur une voie qui desservait les 2 communes. Et le maire de la commune riveraine a pris un arrêté de police imposant lui aussi un sens de circulation unique sur la voie en question, mais dans l'autre sens. Donc vous imaginez la situation. À un moment, ça posait problème, puisque à l'intersection des 2 communes, les automobilistes se retrouvaient face à face. Ça pouvait poser un petit problème de sécurité. Donc là, le préfet a tranché et c'est lui qui a décidé dans quel sens le sens unique pouvait être imposé. Diapositive suivante. Encore, voilà, merci. Nous sommes dans un état de droit et dans un état de droit, la liberté est la règle, la restriction l'exception. Quand vous prenez une mesure de police, c'est une mesure restrictive des libertés. Donc ça, c'est très important parce que toute restriction aux libertés doit faire l'objet d'un arrêté motivé. J'insiste sur le caractère motivé de l'arrêté, c'est-à-dire que vous devrez motiver précisément votre arrêté. Si, lorsque vous prenez votre mesure de police et que vous rédigez votre arrêté, et que si, au moment de rédiger votre arrêté, vous avez toutes les peines à le motiver, peut-être que ça vaut le coup de vous poser la question, est-ce que mon arrêté est bien justifié? Parce que si vous avez du mal à le motiver, c'est peut-être un signal comme quoi peut-être que l'arrêté que vous prenez, il n'est pas indispensable. D'accord? Donc, un arrêté motivé. La mesure de police doit poursuivre un but légitime. C'est quoi? C'est assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique dans la commune. Vous ne pouvez pas prendre de mesure de police dans un autre but. Vous ne pouvez pas, par exemple, prendre un arrêté de police pour assurer la bonne gestion des deniers publics. Non. Une mesure de police, ça doit nécessairement assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique dans la commune. Et vous ne pouvez pas non plus commettre de détournement de pouvoir. Pour vous donner un exemple, vous aviez un maire dans une commune qui avait pris un arrêté de police ordonnant la fermeture d'un établissement recevant du public,
en invoquant des motifs de sécurité. Je l'ai évoqué hier, hein, cette jurisprudence. Ce n'était pas du tout pour des motifs de sécurité qu'il l'avait pris, c'était pour éliminer un concurrent au fonds de commerce exercé par son épouse. Bon, là, manifestement, on n'est plus dans un but légitime, on est dans un but qui est détourné. Et donc, l'arrêté a été nécessairement annulé. La mesure de police que vous prenez doit toujours être proportionnée à l'objectif recherché. Lorsque vous prenez une mesure de police, vous devez toujours vous poser la question suivante. Est-ce que je ne peux pas obtenir le même résultat avec des mesures moins restrictives des libertés? Hein, il y a un contrôle qui va être effectué par le juge. Le juge va regarder si la mesure que vous avez prise est proportionnée. Par exemple, dans une commune, le maire d'une commune avait imposé aux commerçants ambulants de peindre leur véhicule aux couleurs de la commune. Bon. Le juge a dit c'est un peu disproportionné, légèrement disproportionné. L'arrêté a été annulé. Vous ne pouvez pas prendre de mesures d'interdiction générale absolue. La mesure de police doit être toujours limitée et circonscrite. Par exemple, vous ne pouvez pas interdire la circulation des véhicules en moteur sur tous les chemins ruraux de la commune. Ça, ce n'est pas possible. Par contre, vous pouvez interdire la circulation des véhicules à moteur sur certaines portions du chemin rural ou à certaines périodes de l'année, parce qu'il y a un risque de dégradation des chemins ruraux, par exemple à l'automne. Là, oui, c'est possible, dès lors que vous le motivez, mais pas d'interdiction générale et absolue. Enfin, dernier point, vous ne pourrez jamais alléger une mesure de police prise par l'État ou par le préfet. Vous pourrez l'alourdir, le dispositif, s'il existe des circonstances locales qui le justifient, mais vous ne pourrez jamais alléger une mesure de police prise par l'État ou par le préfet. Diapositive suivante, Nathalie. Merci. Alors, on passe rapidement. On l'a vu hier pour ceux qui étaient là. Pour ceux qui n'étaient pas là, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que dans l'exercice de vos fonctions, vous pouvez engager votre patrimoine personnel pour indemniser la victime. Si le juge estime que vous avez commis une faute personnelle, et une faute personnelle, ce n'est pas nécessairement l'hypothèse de rechercher un intérêt personnel. Une faute personnelle, ça peut être dans des situations où le juge estime que vous avez commis une faute d'une particulière gravité. Et on a vu hier que cette notion de faute d'une particulière gravité était un peu subjective et que selon les juges, vous pouvez vous retrouver condamné à indemniser personnellement sur vos deniers personnels une victime parce que le juge a estimé que vous avez commis une faute personnelle. Donc, d'où l'importance, et j'insiste, que chaque élu s'assure à titre personnel et ce n'est pas votre contrat d'assurance vie privée qui vous couvrira. Il faut souscrire une assurance spécifique. Alors, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, il y a aussi des bonnes nouvelles. Il y a des causes d'exonération que vous pouvez invoquer pour la collectivité. La première cause que la collectivité pourra invoquer, c'est la faute de la victime, notamment lorsqu'il y a un usage non conforme d'un ouvrage public. Dans quelle situation? Par exemple, nous avons eu à la SMAC une collectivité sociétaire qui nous a déclaré le sinistre suivant. Vous aviez des adolescents qui s'étaient introduits de nuit dans une école, qui étaient montés sur le toit de l'école, d'accord, et qui s'étaient assis sur des hublots de toit, des skydomes, et sont passés à travers. Et les parents ont recherché la responsabilité de la commune. Qu'est-ce qu'a dit le juge? Non, pas de responsabilité de la commune. Pourquoi? Parce qu'un toit d'école, ce n'est pas fait pour monter dessus, et un skydome de toit, un hublot de toit, ce n'est pas fait pour s'asseoir dessus. Donc la commune n'a pas engagé sa responsabilité. D'autre part, et là aussi une bonne nouvelle, à l'impossible, nul n'est tenu. À l'impossible, nul n'est tenu. Lorsque vous avez un coup de stress, vous pouvez vous répéter cette phrase, à l'impossible, nul n'est tenu. Et ça a une traduction devant les juges. Traduction qui est la suivante, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'impossible. Alors, je vais vous citer deux exemples pour vous illustratifs. Premier exemple, ça ne s'invente pas, ça se passe dans une commune du Gard, quai du Gardon, un 1er avril. Qu'est-ce qui se passe ce 1er avril-là dans le quai du Gardon? Eh bien, vous avez une automobiliste qui arrive sur une voie en cours de réfection,
Donc, il y a des gravillons sur la chaussée. Et elle dérape avec son véhicule sur les gravillons. Elle fait une queue de poisson et elle se retrouve la tête à l'envers avec les roues qui tournent à l'envers. Le véhicule s'est renversé. Et donc, elle recherche la responsabilité de la commune. Ah. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'il n'y avait pas de panneau informant de la présence de gravillons sur la chaussée. Qu'est-ce que dit le juge? Tribunal administratif de Montpellier, 9 juin 2006. Il répond à l'impossible, nul n'est tenu. Pourquoi? Parce que, en fait, il y avait bien un panneau. Il y avait bien un panneau, mais ce panneau avait été renversé par un véhicule qui précédait la victime. Et donc, qu'est-ce que dit le juge? Eh bien, les services techniques de la commune n'ont pas eu le temps matériel de venir mettre en place le panneau en question, et donc la responsabilité de la commune n'est pas retenue. Autre exemple, dans une commune du nord-est de la France, des plaisantins s'amusent de nuit à placer du mobilier urbain sur la chaussée. Très intelligent. À 3 heures du matin, accident de la circulation. On ne sait pas qui c'est qui a placé le mobilier urbain. Donc, l'automobiliste recherche qui? Il recherche la responsabilité de la commune. Qu'est-ce que répond le juge? À l'impossible, nul n'est tenu. La veille, il n'y avait rien sur la chaussée. Le maire n'allait pas faire la circulation à 3 heures du matin en pyjama. Donc, d'ailleurs, il n'avait pas été informé de cela. Donc, la responsabilité de la commune n'a pas été retenue. Donc, en fait, tout dépend du temps de réaction que vous avez eu. On a eu, par exemple, le cas dans un autre cas où il y avait un panneau stop qui avait été vandalisé et 2 jours après, accident de la circulation parce que quelqu'un n'avait pas marqué le stop. Là, par contre, la responsabilité de la commune a été retenue parce qu'il y a eu un délai de 2 jours qui était suffisant pour sinon remettre au moins une signalisation définitive, au moins mettre une signalisation provisoire. Donc là, ça va être une appréciation qui va se faire au cas par cas. Et le juge pénal, on l'a vu hier avec l'histoire du plan d'eau, pour ceux qui étaient là hier, il applique le même raisonnement. Il va regarder si vous avez eu un temps de réaction suffisant ou non pour pouvoir agir. S'il répond oui, votre responsabilité sera engagée. S'il répond que vous n'avez pas eu un temps suffisant pour réagir, eh bien, votre responsabilité ne sera pas engagée. Donc, vous pouvez vous engager sereinement dans l'exercice de votre mandat alors que vous respectez ces règles de prévention. Voilà, Nathalie, ça tu peux passer parce qu'on l'a vu hier. L'assurance personnelle aussi, on l'a vu hier. Pour ceux qui n'étaient pas là, en matière d'assurance personnelle, j'insiste, c'est vraiment important de souscrire. Le montant des cotisations est vraiment dérisoire. Ça n'imputera qu'à la marge vos indemnités de fonction, donc ne faites pas l'impasse sur ce contrat. Vous avez le SMAC L'Assurance qui vous propose un contrat avec des garanties complètes. Donc, vous pouvez demander un devis gratuitement, le faire en ligne, même si vous voulez, même souscrire en ligne si vous le souhaitez. Donc, j'insiste, c'est des cotisations qui doivent être payées sur vos deniers personnels et non pas à la commune. Vous avez un certain nombre de documents qui sont à votre disposition. Alors là, il manque un nouveau fascicule que nous avons rédigé qui est téléchargeable gratuitement. C'est un bêtisier sur les pouvoirs de police et les procédures qui ont pu être engagées par certains administrés procéduriers. Et il est complété avec des dispositions nouvelles, avec des éclairages juridiques qui peuvent vous intéresser. Donc, je vous invite à le télécharger parce que sur les prérogatives de vos pouvoirs de police, vous retrouverez des exemples que j'ai cités aujourd'hui avec des compléments juridiques qui peuvent vous intéresser dans l'exercice de vos mandats. Oui, je suis désolée, je n'avais que l'ancien support. Oui, voilà. Bon, mais vous le retrouvez téléchargeable gratuitement sur le site de l'Observatoire ou sur le site de la SMAC. On peut vous adresser le lien aussi si vous le souhaitez. Voilà. Alors, désolé pour les conditions un peu techniques particulières qui n'ont pas permis peut-être les échanges comme nous les aurions souhaité. Est-ce qu'on peut peut-être prendre quelques questions si vous en avez? Allons-y, n'hésitez pas à poser vos questions, je vais arrêter mon partage. Voilà, je pense que tu peux remettre ta webcam. Alors, comment il faut que je fasse? En haut, peut-être, en haut, il y a une… En haut ou en bas? C'est bon.
Je l'ai relancé. Voilà, parfait. Alors, est-ce que vous avez des questions? Non? C'est que tout était clair alors? J'ai perdu quelques-uns en route. Pas énormément, mais quelques-uns. Oh, pas énormément, oui, Non, mais oui, forcément, avec ces. oui. Après, on s'est débrouillé comme on a pu, on a quand même réussi à Oui, tout à assurer fait. les Oui. fins. On est quand même arrivé à bon port. Bon, Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non. Bon. Non, bah, c'est que De toute façon, on mettra en ligne donc la conférence. Hein. Et puis, Alors, oui, mais avant, je vais couper. oui, oui, oui. Voilà, je vais faire un Ouais. petit montage Oui, d'accord. pour D'accord. que les incidents n'apparaissent pas. Ce qu'on peut peut-être faire, Nathalie, c'est que je peux envoyer, peut-être si tu peux me faire passer les PowerPoint, je peux déjà dans un premier temps leur envoyer les PowerPoint donc, Oui. des conférences. Je m'apprêtais à le faire et puis je me suis rendu compte que là, je suis en télétravail, que sur ce poste-là, je n'ai pas le nouveau support de Luc Brunet. D'accord. Donc, si Luc, tu peux me l'envoyer, celui-là, hein, parce que je crois que Oui. même l'autre, je crois que je ne l'ai pas, celui d'hier. D'accord. Voilà, donc oui, je vais t'envoyer tous les supports et puis dès que j'ai fait le petit montage, là, le petit raccord, j'envoie les vidéos également. D'accord. Très bien. Voilà. Eh bien, merci. Ben, merci à vous, merci de votre attention. Bonne mandature sereine. Ouais. À toi, Bonne journée. Bonne journée. Écoutez, bonne journée à tous et puis on se reverra à la rentrée maintenant avec on communiquera à la rentrée sur les nouvelles universités, enfin sur les nouvelles conférences, soit en visio, soit en présentiel qu'on organisera à la rentrée avec Mairie 2000, bien sûr. Merci, au revoir. Merci, Et au revoir. bon appétit à tous. Bon appétit. À bientôt, au revoir. Merci, moi aussi.